Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live Facebook de rentrée. Je suis Annie Sherman, chef de projet événementiel au Mouvement Up. Le Mouvement Up, c'est une communauté et un ensemble de médias qui est spécialisé dans le journalisme de solutions et qui met en lumière les acteurs et actrices du changement qui tous les jours ont décidé d'œuvrer pour le bien commun. Alors nous organisons ce temps d'inspiration dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme Up Factory, qui est un programme de pré-incubation que nous avons monté en partenariat avec Accenture, dans lequel nous accompagnons pendant 6 mois une dizaine d'entrepreneurs qui souhaitent lancer une entreprise à impact social et environnemental. Nous nous retrouvons ce matin pour le 6e rendez-vous. Donc, ces derniers mois, on a reçu un certain nombre d'intervenants avec des thématiques différentes pour tenter de conseiller et d'inspirer justement ces jeunes pousses. On a reçu des entrepreneurs chevronnés qui nous ont partagé leur expérience sur comment créer et fédérer une communauté, de savoir comment on se lance sur un marché concurrentiel et d'apprendre aussi à gérer son temps et son stress. Dans la continuité, donc je parlais d'acteurs et d'actrices du changement et on en reçoit une aujourd'hui, une actrice du changement, Emmanuelle Duez. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Emmanuelle, donc vous avez fondé en 2012 The Boson Project, une société de conseil en excellence humaine par laquelle vous avez pour ambition de créer des conditions permettant l'expérience pleine et entière du potentiel humain au sein des entreprises. Et vous décryptez aussi pour ce faire les différents rapports à l'entreprise selon les générations, selon l'impact des espaces de travail sur les dynamiques collectives ou encore les modèles managériaux de demain. Alors, nous vous avons sollicité aujourd'hui avec cette double casquette, donc la casquette de l'entrepreneuse, mais aussi de l'experte en management, pour répondre à différentes questions. Alors, avant de commencer et de vous présenter, je voulais juste rappeler qu'on était ensemble pendant une petite heure et que si vous avez des questions pour Emmanuelle, n'hésitez pas à les faire parvenir dans le chat sur Zoom ou sur Facebook. Emmanuelle, rebonjour. Bonjour. Voilà, on vous entend. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourrez vous présenter et nous raconter un petit peu votre parcours avant d'avoir fondé The Boson? Bien sûr. Alors, donc bonjour à tous. Je m'appelle Emmanuelle Duez, j'ai 34 ans. J'ai ma petite fille qui est à côté de moi qui va peut-être faire un petit peu de bruit, donc je vous prie de m'en excuser. C'est pas grave. Donc, j'ai créé en effet il y a 8 ans maintenant The Boson Project, qui est plus qu'un cabinet de conseil. En réalité, c'est davantage un mouvement parce qu'à l'intérieur de The Boson Project, il y a plein d'initiatives entrepreneuriales diverses et variées. Aujourd'hui, The Boson Project accompagne des dirigeants dans toutes leurs transformations internes, donc culturelles, organisationnelles, managériales, en termes de gouvernance, avec un prisme humaniste qui est très revendiqué. On croit en une entreprise qui s'engage, qui est engageante en interne et qui génère de la performance durable par l'excellence humaine. À côté de ce projet-là, qui réunit aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs et des collaborateurs très pluridisciplinaires, puisqu'on a les sciences humaines qui sont très bien représentées, la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, la psychologie, le design, etc. On a développé d'autres activités. On a une activité qui s'appelle The Boson Space, où là, on accompagne tous les enjeux humains qui sont provoqués par la chose immobilière. Il faut que vous sachiez que ce qui fait le plus flipper des collaborateurs, c'est 3 choses. C'est la mort, la maladie et les déménagements. Et donc, comment est-ce qu'on prend soin des hommes et des femmes dans des contextes où on perd tous ses repères, dans l'entreprise ou dans la ville. On a également une agora qui s'appelle Belleville by Boson, qui est un lieu en plein cœur de Belleville, qui est l'objectif pour nous, puisqu'on est clairement engagé. Je pense que c'est la raison pour laquelle Anaïs nous a sollicité. C'est de rendre accessible tout notre écosystème intellectuel au quartier de Belleville et à nos communautés d'ambassadeurs, de managers, de gens qui essayent de se retrousser les manches, ou les citoyens qui croient qu'un autrement est possible. Et puis, dernière initiative, là, qui est carrément une aventure entrepreneuriale à part, ça s'appelle Tchatch.
Et Catch, c'est un projet d'université populaire. Donc, vous avez un ring de catch en LED, des intellectuels qui vont s'affronter sur des sujets chauds de société. Faut-il tolérer l'intolérance? Charlie, la liberté d'expression. Donc, des vraies problématiques sur lesquelles la société française est en train de se fracturer. Et l'enjeu, c'est que vous veniez à un spectacle un peu chaud, puisque vous avez des VIP sur le ring qui vont se castagner pendant 12 minutes. Mais en réalité, vous repartez avec quelques certitudes ébranlées sur un certain nombre de grands sujets. Et l'objectif, là, c'est clairement pour nous adresser aux citoyens et pas simplement à notre communauté première, qui est une communauté de travailleurs, en fait, de gens qui se posent des questions sur le travail de demain, et d'essayer à notre petite échelle d'œuvrer contre le populisme qui est en train de s'installer en France. Voilà le panorama. Très clair, merci beaucoup. Et alors, plus précisément, comment et pourquoi l'idée de créer The Boson Project? Alors, en fait, l'histoire, elle est assez simple. Au sortir de… Non, quand j'étais à l'ESSEC, moi, je suis juriste de formation à la base, hein, je suis pénaliste. Donc, j'ai toujours été intéressée par des enjeux de justice sociale au sens très large du terme. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui m'habite. Et en réalité, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse d'autre que ça. Donc, quand j'étais à l'ESSEC, j'ai créé une association qui s'appelle Women Up, qui travaille sur les sujets de diversité homme-femme, qui avait un parti pris qui était très, très avant-gardiste à l'époque. C'est de considérer que jeunes et femmes, même combat à l'intérieur de l'entreprise. Et ce combat passant par des évolutions managériales. Alors, si je simplifie, en gros, l'idée, c'était de faire la démonstration que la jeune génération de millennials, sur lesquels les patrons avaient énormément de difficultés de compréhension, d'attraction, de rétention, d'engagement, etc., elle était inconsciemment porteuse des combats féministes des 30 dernières années. Et que finalement, derrière leurs aspirations, derrière ce qu'ils attendaient du management, du leadership, du sens, de la puissance de leur projet, de l'impact, etc., il y avait exactement les revendications portées par les femmes ces 30 dernières années. Chut. Donc, on a lancé l'association et puis, de fil en aiguille, on s'est… et de fil en aiguille et surtout d'audit en audit, puisqu'on devait faire la démonstration à ces grands patrons que s'ils n'étaient pas convaincus par les sujets de mixité pour des raisons de femmes, demain ils devaient l'être pour des raisons de jeunesse, donc des raisons économiques, d'attraction et de rétention des talents dans un contexte de guerre des talents. Donc on faisait des audits pour montrer qu'en effet il y avait une convergence des attentes. Et en travaillant sur cette jeune génération, pendant 2 ans, on s'est aperçu qu'en réalité, ce n'était pas simplement une histoire de révolution managériale. Il y avait véritablement une transformation très profonde de l'entreprise qui était à l'œuvre, que cette transformation, elle était internationale, qu'elle n'était pas simplement provoquée par une jeunesse qui attend autre chose, qu'en réalité, on avait une transformation numérique, une transition écologique, une réflexion sur qu'est-ce que c'est que la valeur, qu'est-ce que c'est que la performance, une mondialisation, et que tout ça, ça oblige l'entreprise avec un grand E à se poser la question de sa responsabilité, de la manière dont elle génère de la performance et de son rôle dans la cité. À partir de ce moment-là, j'ai créé The Boson Project en me disant « Ok, je militais pour les femmes et les jeunes, maintenant il faut que je milite pour un wake-up call du patronat, histoire qu'ils prennent leurs responsabilités dans un monde à reconstruire. » Et c'est là que l'aventure de The Boson Project est née, avec maintenant toutes ces galaxies, parce que c'est ce que j'essayais d'expliquer en introduction, c'est vraiment une galaxie de projets où on s'adresse aux chefs d'entreprise, aux collaborateurs à l'intérieur des boîtes, à des communautés d'appartenance et à la société tout entière pour essayer d'avoir un impact le plus large possible. Et quelles sont les actions alors que vous menez concrètement au sein de The Boson Project? Alors, des actions, on en a 50 000. Hein. Déjà, nos missions en tant que telles sont des actions. C'est-à-dire que quand on intervient à la demande d'un patron, d'un COMEX pour essayer de comprendre les raisons du désengagement ou d'essayer de mettre en place des modèles à l'avant-garde d'un point de vue humain, on mobilise les hommes et les femmes à l'intérieur des entreprises et on considère que, si je suis un peu caricaturale, McKinsey is inside. C'est-à-dire que les principaux acteurs de la transformation des boîtes, ce sont les collaborateurs et que ça ne sert à rien aujourd'hui, si on veut des transformations durables, d'aller chercher des acteurs ailleurs. Bon, voilà Eulalie, officiellement. Enchantée, Eulalie.
Ça, c'est aussi les nouveaux entrepreneurs, hein. On assume le fait que… La nouvelle génération, voilà. Voilà, on est 3 en plus. Donc, ça, c'est le type d'action qui est vraiment au cœur de l'activité de The Boson Project. Mais à côté de ça, en fait, à Belleville, par exemple, on a des cycles autour de grands sujets qui nous animent. Donc, le prochain cycle à Belleville, 123 rue du Faubourg du Temple, Belleville by Boson, tout le monde est invité, si ça vous intéresse. C'est sur l'indignation, avec 3 événements qui se suivent et qui sont complémentaires. Un premier événement pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que s'indigner. Pourquoi est-ce que les humains s'indignent 5 secondes chrono? Ça leur prend les tripes et après ils vont se coucher et en fait ils ont oublié qu'ils s'étaient indignés la veille. Le deuxième événement type, puisque tous ces fils conducteurs, systématiquement on les décline sur ces 3 types d'événements, c'est d'illustrer des gens qui se sont indignés, qui sont allés au bout de leur indignation. Donc là, avec des tables rondes et plutôt un témoignage, histoire d'être inspiré et d'avoir envie de passer à l'action. Et le 3e événement du cycle, c'est comment est-ce que ça résonne pour moi à titre personnel, quelles sont mes indignations et comment j'ai envie d'en faire des sources d'action et de transformation. Et donc là, c'est des ateliers avec des neuroscientifiques, avec des comédiens, avec des entrepreneurs pour donner envie de se transformer. Ça, c'est un des exemples d'une multitude de choses qu'on fait. Je t'en donne un dernier pour te montrer à quel point on peut être barré dans notre quête d'impact. Je te disais qu'une de nos convictions très fortes, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise a un rôle à jouer dans la transformation de société et que ça passera par la mobilisation des actionnaires et des dirigeants. On a créé un événement qui s'appelle À la croisée des mondes, qui est un événement qui réunit 150 hauts dignitaires des 3 armées françaises et 150 dirigeants parmi les plus engagés en France. L'année dernière, le chef d'état-major de la Marine nationale nous a prêté gentiment un porte-hélicoptère pendant 24 heures. On a embarqué toutes ces personnalités extraordinaires à bord d'un BPC, donc un bâtiment de projection et de commandement. Et là, ils ont vécu une épopée exceptionnelle en présence de Christiane Taubira, de Thierry Marx, de Gilles Boeuf, qui est colloque du Collège de France. Donc, ils se sont pris en shot intense toute la transformation sociétale que nous sommes en train de vivre à travers les plus grands témoins qu'on puisse trouver en France aujourd'hui, à l'intérieur d'un hangar à hélicoptère, sans accès à Internet. Donc, on ne pouvait pas être derrière son PC ou derrière son iPhone. Le soir, ils ont eu des témoignages de militaires sur qu'est-ce que ça veut dire que l'engagement. Ensuite, on a eu Agorien, un DJ incroyable, qui est venu nous faire danser dans le hangar à hélicoptère. Ils ont dormi les uns sur les autres dans les petites couchettes. Et le lendemain, l'idée, c'était justement comment est-ce que moi aussi, ça résonne et quelle place peut tenir ma boîte, quelle place moi, je dois jouer dans cette transformation qui est en train de s'opérer ou en tout cas qu'on appelle de nos voeux. Donc voilà, c'est des événements, c'est des ouvrages, c'est des missions de transformation sur le temps long. On a des missions qui peuvent durer jusqu'à 3 ans. C'est Belleville, c'est Tchatch et tout ça converge pour essayer de travailler sur un seul mot finalement, c'est la responsabilisation. C'est de se dire que tout à chacun, on a la responsabilité de faire bouger les lignes. Et particulièrement quand on est jeune, parce que je pense que c'est plutôt notre audience, on n'a pas le droit de lâcher l'affaire. Hier, je rédigeais la préface d'un ouvrage pour Sciences Po, où c'est plein de jeunes étudiants à Sciences Po qui imaginent le futur de la démocratie, comment on doit transformer le système pénal, comment on doit transformer l'approche écologique, etc. etc. Et toute ma préface, elle tourne autour de ce mot « vain ». Parce que j'entends de plus en plus « oui, mais c'est vain ». C'est vain parce que je suis tout seul, c'est vain parce qu'à notre échelle, il n'y a rien qui pourra fonctionner, c'est vain parce que le système est plus fort que tout, c'est vain parce que de toute façon, entre Trump et Erdogan, on ne va rien pouvoir faire. Voilà. Le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, plus rien n'a de sens. Donc, autant faire un grand suicide collectif. Je pense que la jeunesse, elle a cette responsabilité de ne jamais lâcher l'affaire et de rester mobilisée aujourd'hui plus que jamais. Et même si c'est vain in fine, ce que je ne crois pas, à minima, ça donne du sens à l'existence individuelle et c'est contagieux en collectif. Merci pour cette belle parole. On est convaincus aussi au mouvement, donc on est dans la même lignée. Alors, si on rentre maintenant dans le vif du sujet en abordant un peu les mutations du management aujourd'hui, une première question qui peut paraître un peu simple, mais c'est-à-dire quoi manager? Qu'est-ce qu'un bon manager et comment on devient justement un bon manager? Ah ouais, je pense que ce n'est pas du tout une question triviale. En effet, je pense que c'est une question qui est absolument clé.
Mmh. Avant, être manager, c'était pas très compliqué, hein. Vous passiez à peu près entre 7 et 10 ans dans une entreprise, à un poste plutôt d'expertise. Et parce que vous aviez fait votre temps et que vous étiez un bon expert, on vous donnait le droit de manager des hommes et des femmes. Ça faisait partie d'une évolution hiérarchique normale. La plupart des entreprises sont encore structurées de cette manière. C'est-à-dire qu'on est manager à un moment donné de sa carrière parce que c'est un passage obligé. Est-ce qu'on a envie d'être manager? Pas toujours. Est-ce qu'on est formé au management? Sûrement pas. Est-ce que c'est une vocation pour la plupart d'entre nous? Non. Du coup, est-ce qu'on est nocif dans la pratique managériale? Oui. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que manager? Globalement, manager, hein, c'est être un meneur d'hommes. On a la responsabilité de développer, qu'on appelle le développement RH, les hommes et les femmes, d'un point de vue individuel et d'un point de vue collectif. On a la responsabilité de faire descendre les informations stratégiques et on a la responsabilité de faire remonter la capacité du pool d'hommes et de femmes qu'on manage à atteindre les objectifs ou pas, à lever la main quand il y a des fragilités, quand il y a des difficultés, etc. C'est ça l'acte managérial. Alors, qu'est-ce qui est en train de changer aujourd'hui? Le premier truc qui est en train de changer, c'est qu'en fait, le manager devient la pierre angulaire des entreprises. Il faut savoir qu'avant le Covid, on était sur 91% des travailleurs français qui se déclarent non engagés dans leur boîte. Ce chiffre étant encore plus fort sur notre génération et sur la génération qui arrive. Par conséquent, la personne clé dans une organisation, c'est celui qui est en capacité de développer, d'attirer, de retenir les super talents et donc de rallumer la flamme de l'engagement parmi les équipes. Donc, de parents pauvres des organisations, le manager est en train de devenir le super talent pour lequel on va tous se battre. Il y a quelques mois, c'était les développeurs où on se disait, mais on est dans une course aux échalotes au niveau des salaires. Probablement que dans les années à venir, les super managers, ceux qui sont des excellents développeurs de l'humain, et qui peut-être même deviendront des agents de joueurs. C'est-à-dire parce qu'ils sont excellents en tant que managers, les gens vont leur être attachés et vont les suivre d'entreprise en entreprise. Évidemment, ça change complètement de modèle RH. Ces gens-là vont devenir les talents à attirer, à retenir, les super talents dont on a absolument besoin à l'intérieur des organisations. Ça, c'est la première transition qui est forte. Et le deuxième élément qui est important, c'est que finalement, toutes les transformations qui étaient à l'œuvre avant le confinement, en termes d'évolution managériale, le management par la confiance d'abord et le contrôle après, qu'on proclamait partout mais qu'on voyait nulle part, le management par la transparence de l'information, qui fait le lead de la méritocratie dans l'entreprise. Avec quelles règles du jeu je joue dans une boîte? Comment est-ce que je peux évoluer? Comment est-ce que le manager supprime l'opacité? Donc le statutaire, donc les passe-droits, etc., etc. Ça aussi, on en parlait beaucoup. Avec le management à distance forcé par le confinement, ça n'est plus un nice to have, c'est un must have absolu. Et ça devient vraiment en fait un enjeu de transformation managériale dans la plupart des entreprises, les petites comme les grosses. Donc confiance, transparence, et le dernier élément qui est important, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance, parce que finalement aussi, à la faveur du confinement, reconnaître, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on est à distance, comment est-ce qu'on arrive à passer outre sa pudeur pour dire merci, pour essayer d'imaginer d'autres manières de reconnaître par l'apprentissage continu, par la capacité à laisser errer l'esprit ailleurs, par le fait de créer des task force transversales, d'être davantage drivé par les objectifs. Tout ce qu'on appelle la reconnaissance immatérielle devient absolument incontournable. Donc le manager de demain, c'est finalement le manager d'hier qu'on n'a jamais vu dans les boîtes, c'est-à-dire la confiance, la transparence, la reconnaissance. Et tout ça, ça peut se formaliser en un seul mot qu'on appelle la subsidiarité. La subsidiarité, c'est comment est-ce qu'on est en capacité à tous les étages de la pyramide de laisser le pouvoir et la responsabilité au niveau le plus opportun. La responsabilité, pour moi qui suis officier de réserve dans la Marine nationale, ça veut dire un truc très simple, ça veut dire que la fonction prime sur le grade. Quand vous allez sur un porte-hélicoptère, le commandant du bateau, qui est le plus haut gradé, quand il va se coucher, il donne une délégation de commandement au barreur qui a 18 ans et qui est le plus jeune du bateau. Ça veut dire qu'il lui dit, globalement, c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui as la responsabilité. S'il y a un problème, tu me réveilles. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. C'est-à-dire, si tu doutes, c'est déjà qu'il est trop tard. Mais sinon, s'il n'y a pas de doute, c'est toi le patron. Dans quelle entreprise est-on en capacité de donner le pouvoir et la responsabilité, l'autonomie aux plus jeunes d'entre nous, parce qu'ils sont jugés plus pertinents, plus utiles, parfois plus en maîtrise de compétences que les patrons ne maîtrisent pas.
Il n'y en a pas beaucoup qui savent fonctionner de cette manière. Et ça, ce n'est pas une transformation managériale, c'est une transformation totale des entreprises. Et à quelles difficultés managériales les entreprises que vous accompagnez, elles sont confrontées? Est-ce que vous avez des exemples un peu concrets à nous donner comme ça? Quelles sont les difficultés managériales qu'on rencontre? Alors, dans les startups, la principale difficulté que l'on observe et qu'on adresse, c'est souvent le manque de conscience du dirigeant, donc de l'entrepreneur, sur le fait que la strate managériale est absolument indispensable et qu'il faut la former et qu'il faut investir sur ce management intermédiaire. En fait, on a l'idée dans les startups et notamment dans les scale-up, les boîtes qui grossissent très très vite, que c'est une chance pour tout le monde. On vit une aventure entrepreneuriale extraordinaire et donc on n'a pas besoin de structurer un manager. On devient manager par la force des choses. On devient manager par l'adrénaline de l'aventure. On devient manager et c'est cool. Et on sera toujours des meilleurs managers parce qu'on est jeune que tous les vieux croutons qu'on voit dans les grosses boîtes. Ça, c'est totalement faux. C'est une énorme erreur. Et la plupart des scale-up qui sont en train de se casser la figure ont cette fragilité managériale qui sonne l'annonce du déclin très souvent. Parce que les talents de la première couche s'en vont et on a besoin d'eux. C'est eux les ouvriers les développeurs qui font tourner la boutique. Et quand les meilleurs d'entre eux s'en vont, en fait, les licornes ont des pieds d'argile. Donc ça, c'est une des premières grosses fragilités qu'on voit et qui passe vraiment par le manque de conscience des entrepreneurs, notamment des entrepreneurs à succès, sur l'importance du niveau managérial. Non, mon cœur, on ne touche pas ça. Au niveau des entreprises, des grosses entreprises, la principale difficulté, il y en a tellement que c'est difficile d'en retenir une. Je dirais qu'on a une grosse difficulté dans l'entreprise un petit peu plus grosse à faire confiance aux rebelles. C'est-à-dire que dans les managers, vous avez des gens qui sont avant-gardistes, qui sont en avance de phase et qui sont ceux qui vont permettre de transformer le modèle. Et les entreprises, encore, restent des grandes machines normatives. Donc, tout ce qui dépasse, on coupe, on met dans des placards, on le met ailleurs. Et la fonction managériale, elle a vraiment besoin de rebelles, iconoclastes, libres, qui disent ce qu'ils pensent, notamment à très haut niveau. Et c'est peut-être une des fonctions dans lesquelles on a le plus de mal à cultiver la rebelle attitude. Oui, c'est la remise en question aussi, peut-être qui est difficile pour les grandes entreprises, de se remettre en question par rapport justement à tous ces processus un peu cadrés existants, par rapport justement… sur cette fonction-là. Et j'allais venir, oui, justement, au niveau du management dans les startups, parce qu'on constate quand même qu'il y a des différences en termes de management et qui ne sont pas forcément eux formés aussi et prêts au changement d'échelle quand justement la startup évolue. Et quelles sont, selon vous, au sein des startups, donc les problématiques ou les enjeux spécifiques aux entrepreneurs qui se disent plutôt à impact environnemental ou social? Est-ce qu'il y a une différence aussi entre les startups dites classiques et les startups à impact social et environnemental en termes de management? Ouais, c'est une très bonne question. Pour être tout à fait honnête, je ne saurais pas répondre parce que je pense que c'est le type de data qui n'existe pas. Et on n'a pas suffisamment d'expérience statistiquement, je veux dire, dans les deux poules pour pouvoir dire clairement on a vu une différence notable. Ma première réponse, ça serait quand même de penser que la différence managériale, elle n'est pas si forte. Parce que même dans une entreprise à impact où finalement l'aventure entrepreneuriale est au service d'une raison d'être ou d'une mission qui sonne juste et qui donne du sens pour les collaborateurs, c'est pas parce qu'on est un entrepreneur qui a pensé son acte entrepreneurial comme un acte à impact qu'on a la conscience, on a la maturité de l'importance de la structuration de ce qu'on appelle un modèle social de qualité qui favorise l'excellence humaine. Et là, je pense même qu'en fait, la jeunesse est un handicap. Parce qu'il y a toujours l'arrogance de la jeunesse de considérer que parce qu'on est jeune et parce qu'on est frais et parce qu'on est cool, on va mettre en place des modèles qui sont mieux que ceux des vieux ou des vieilles boîtes en l'occurrence. Et nous, on observe plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait,
cette prise de conscience de la nécessité absolue d'un modèle social qui cultive l'excellence humaine à tous les niveaux. Cette prise de conscience de la complexité de mettre en place des modèles qui sont beaux d'un point de vue humain à toutes les étapes de la croissance, en fait, elle est très faible chez les entrepreneurs, quels qu'ils soient. Et quand on est drivé par l'impact, très souvent on pense impact externe. En quoi est-ce que mon entreprise, si c'est voilà, dans l'impact sociétal ou dans l'impact environnemental, je peux mesurer vraiment le nombre de gens que j'ai aidés, le nombre de clients que j'ai transformés, etc. etc. On a du mal au niveau entrepreneurial français, donc au niveau de cette nouvelle génération de dirigeants, de concevoir le parallélisme qu'il doit y avoir entre la mission qu'on porte en externe et la beauté du modèle social en interne. Ça, c'est un vrai sujet pour les grosses entreprises, c'est encore plus fort pour les startups. C'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions. Si tu prends soin de ton client, si tu dis que tu es une belle boîte engagée qui fait la différence pour le monde de dehors, tu es absolument obligé aujourd'hui de prendre soin des hommes et des femmes de dedans de la même manière et d'être aussi vertueux en interne. Parce que les premiers ambassadeurs des solutions qui sont déployées, ce sont les collaborateurs. À partir du moment où ça ne sonne pas juste en interne, ça ne sonne pas juste en externe. Ça, c'est vraiment une transformation profonde de notre société de la transparence. Il faut que les entreprises soient alignées entre l'interne et l'externe, qu'elles considèrent que leurs premiers clients, ce sont leurs collaborateurs. Parce que les premiers clients des collaborateurs, ce sont les clients. Et si on n'a pas de parallélisme dans les valeurs, dans l'attention, dans la qualité managériale, il n'y a rien qui fonctionne. Et si on revient justement à la question du management à distance, parce que grosse question là, depuis la situation du Covid, comment vous avez surmonté cette situation? Quel impact ça a eu? Quel changement peut-être ou révélation ça a déclenché au sein de votre structure? Comment on l'a géré? Comme tout le monde, avec beaucoup de difficultés, hein, j'imagine. Surtout que nous, on est une petite structure, donc en fait, le fait de se voir est fondamental. Et puis moi, j'ai coutume de dire que les Bosons, c'est plus une guilde qu'une équipe. Donc on a absolument besoin de ressentir l'adrénaline et le kiff ensemble pour être soudés. Donc à distance, ça a été extrêmement compliqué. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des rites et rituels dont on n'a jamais dérogé, des réunions d'équipe tous les lundis. On a un système, notre modèle est organisé autour de tandem coucouneur-coucouné, donc sans rapport hiérarchique, pour prendre soin des hommes et des femmes au quotidien. Donc, les cocooning étaient absolument obligatoires une fois par semaine. On a structuré différemment l'intégralité des projets sur lesquels on travaille pour qu'il y ait davantage de cohésion, davantage de transversalité, davantage de points pour rendre compte d'un point de vue digital à l'ensemble de l'équipe des avancées. Et donc, pour essayer de recréer finalement ce drive, ce kiff, ce sentiment de cranter des choses tous ensemble. Donc, on a mis en place un certain nombre de dispositifs. Je pense que le côté positif de l'époque de confinement qu'on a vécu et puis de l'époque, là encore, de travail à distance qu'on est en train de vivre, c'est que ça va cranter un certain nombre d'évolutions managériales, notamment le fait que le manager est clé, qu'on manage par la confiance d'abord, le contrôle après, que la transparence est indispensable et qu'il faut savoir déployer des trésors d'ingéniosité pour reconnaître à distance d'un point de vue immatériel, sans augmentation de salaire possible, parce qu'on va vivre une crise économique et sociale très importante dans les 2 prochaines années. Ça, c'est très positif. Le deuxième truc qui est très positif, c'est que ça va permettre aussi de développer, de casser un peu la culture du présentéisme qui était très importante dans les entreprises, en faisant la démonstration qu'on peut avoir un rapport plus équilibré entre le présentiel et le distanciel. Le truc négatif, quand même, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont allées sur le full télétravail, qui vont avoir un mal de chien à faire revenir les équipes et à opérer ce qu'on appelle dans l'armée la remontée en puissance opérationnelle des équipes. Donc, comment est-ce que je remets en mouvement un corps social qui a été disloqué, qui s'est un petit peu désengagé, qui s'est peut-être aussi un peu abîmé parce que les derniers mois ont été compliqués. Et plus ça dure, plus ça sera chaud de repartir. Et puis, le deuxième truc qui est très compliqué, que je pressens, c'est que, et là, on a fait une grande étude chez les Bosons, en demandant aux travailleurs français qu'est-ce qui vous manque le plus pendant le confinement, et ce qui manquait le plus, c'était l'autre. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, l'entreprise, les locaux de l'entreprise, l'entreprise est un lieu de lien social, avant tout, et les locaux de l'entreprise sont un lieu de justice sociale.
Et moi, j'ai très peur que dans la plupart des entreprises, on perde la beauté du collectif, qui finalement est la première source d'engagement des collaborateurs. Qu'on le perde parce qu'on ne saura pas bien le cultiver, parce qu'on ne saura pas bien le retrouver, et que pourtant, c'est ce qui donne du sens à l'existence. C'est ce qui donne du sens au travail. Quand on a fait cette étude, c'est vachement intéressant, on s'est rendu compte qu'en fait, le premier truc qui manque, c'est l'autre, avant le sens de la mission, avant l'impact, avant la fierté d'appartenance à tel ou tel secteur d'activité. Ce qui me fait me lever le matin et me donner envie de me bouger, c'est la qualité du lien social que j'ai avec mes collègues et avec mon équipe. Et ça, on risque de l'abîmer un petit peu si on va trop loin dans le travail à distance. Ouais, d'où l'importance de vraiment continuer à motiver et à mobiliser ces équipes. Mais c'est vrai que ça peut paraître difficile parfois quand on n'a pas les clés de comment faire en fait. Comment faire, quelles sont les méthodes qui fonctionnent pour remotiver, remobiliser à distance. Il n'y a pas de recette sur étagère, c'est ça qui rend le sujet très compliqué. C'est que moi, là, j'ai essayé de partager les grandes lignes du management de demain, qui est déjà le management d'aujourd'hui et qui en réalité était le management d'hier. Attends, mon amour. Vous me laissez une seconde? Je la descends, j'arrive tout de suite. À tout de suite. Viens, je te descends comme ça, tu vas faire tout de suite. Non, mon amour. Excusez-moi. Bien, voilà, il n'y a pas de problème. Alors, on va passer la dernière partie rapidement. Vous êtes entrepreneur et manager, et à quel moment, moi, je me pose la question, quand on se lance dans l'aventure entrepreneuriale, à quel moment on se préoccupe justement de cette question du management, parce que j'imagine que ça ne fait pas forcément partie des priorités, des premières choses à laquelle on pense quand on se dit bah, tiens, je vais monter un projet. Est-ce qu'il faut l'anticiper? Comment Je pense que je suis un très mauvais exemple parce qu'en fait, le management, c'est notre métier. Oui. Donc, dès le début, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on est aligné en interne dans notre modèle social. Ce qu'on appelle le modèle social, c'est la manière dont est structuré l'intérieur d'une entreprise. Donc, comment on accueille les gens, comment on les recrute, comment on les choisit, comment on les fait grandir, comment on prend soin d'eux, quel type de manager on a envie d'avoir dans la boîte, quel type de leader on a envie de faire grandir dans la boîte, quel système d'évaluation, quelle culture du feedback, etc. etc. Ça s'appelle le modèle social. Et donc, nous, forcément, dès le début, comme on a travaillé sur les modèles sociaux des entreprises, on s'est posé la question du nôtre et on a toujours eu la volonté d'être exemplaire sur ce sujet. Alors, avec beaucoup d'humilité, parce que l'exemplarité sur ces thématiques est complexe, mais en tout cas, on s'est toujours dit qu'il ne faut pas qu'on soit pris en défaut par nos clients ou par les gens qui nous font confiance, parce qu'on ne serait pas aligné avec ce qu'on est en train de raconter dehors. Donc, forcément, moi, j'ai un biais que n'ont pas la plupart des entrepreneurs dont le métier de base n'est pas la chose humaine. C'est la tech, c'est la bouffe, c'est n'importe quoi, c'est la santé, mais ce n'est pas la chose humaine. Moi, ma matière première, c'est la chose humaine. Donc, ta question, c'était quoi? C'était comment est-ce que… Comment on l'anticipe, ou alors comment… comme c'est pas quelque chose à laquelle on se préoccupe dès le début, en fait,
Je ne sais pas comment l'entrepreneur, lui, il peut l'anticiper ou alors… Alors, ouais, moi, j'ai un conseil très simple, ce que j'ai fait. Euh, je me suis entourée de gens qui sont plus forts que moi sur ce sujet, dès le début. Le premier recrutement que j'ai fait dans la boîte, c'était une DRH. Il n'y avait personne dans la boîte. Il n'y avait pas de salariés encore. Mais je me suis dit, le principal danger que je pourrais avoir, et c'est vrai pour toutes les aventures entrepreneuriales, c'est de ne pas être en capacité de recruter les bons talents, de les faire grandir et de les garder à partir du moment où ils seront devenus vitaux pour moi. Donc, le premier recrutement que j'ai fait, c'est d'aller chercher quelqu'un qui avait cette sensibilité RH extrêmement développée, qui était beaucoup plus forte que moi sur ces aspects-là et qui m'a aidé à structurer l'entreprise. Donc, le tandem originel, je pense que dès le début, ça doit être un entrepreneur qui a la vision du projet, l'énergie contagieuse pour le reste de l'équipe, le rapport au client, etc., etc., adossé à quelqu'un qui a la sensibilité de l'interne et qui va permettre d'avoir des aventures entrepreneuriales hyper équilibrées entre le projet qu'on porte et puis la manière dont on délivre en interne le modèle que l'on a à l'intérieur de la boîte. Ça, c'est vraiment un conseil tout bête, mais c'est ce que j'ai fait. Et je pense que si je n'avais pas eu dès le début cette personne à mes côtés, je ne serais pas là 8 ans après pour vous en parler. On n'aurait pas développé toute cette galaxie de projets. Ce n'est pas possible. Le vrai actif des bosons, la vraie force, c'est ça. C'est les hommes et les femmes qui sont à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la singularité la plus puissante que j'ai par rapport à nos concurrents, c'est la qualité de mes mecs à moi. Et ça, c'est pas grâce à mon génie, c'est grâce au génie des autres. Ça, c'est encore tout un autre sujet aussi, comment recruter les bonnes personnes, comment bien s'entourer autour de son projet. C'est au-delà du management, c'est vrai que finalement, tout est lié et tout se recoupe, quoi. Ça, si c'est un sujet qui techniquement vous intéresse pour aller dans le détail, j'ai quelqu'un de parfait pour vous. Ok. Vous, la DRH d'une très grosse start-up aujourd'hui. Ouais, ça fera peut-être le sujet d'un autre temps d'inspiration pour nos entrepreneurs, en effet. Juste une dernière question, toujours par rapport cette préoccupation du manager. Quelles sont, selon vous, en termes de qualité, les principales difficultés que l'entrepreneur, lui, peut avoir quand il manage, peut-être les premières difficultés ou les premiers échecs qu'on retrouve chez un entrepreneur qui veut manager? Le premier, c'est celui que j'ai évoqué, c'est-à-dire le fait de penser qu'on peut s'improviser super manager. Parce que comme on est un entrepreneur, on sait tout. Décidément, le monde a décidé de m'embêter aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier. Ça, c'est un énorme écueil. C'est de se dire, je suis un super entrepreneur, donc je serai un super manager. Juste, en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les super entrepreneurs ne sont pas des super managers. Parce que ça fait écho à des soft skills qui sont très, très, très différentes. Le deuxième écueil, c'est celui de l'orgueil. C'est la difficulté qu'on a quand on est un entrepreneur, surtout au début de l'aventure, à s'entourer de gens qui sont plus forts que soi. Et pourtant, c'est la règle d'or de tout succès entrepreneurial. Donc ça, c'est mon deuxième conseil, même si parfois ça fait mal au bide de se dire putain, mais il est vraiment beaucoup plus fort que moi. En dehors de ça, en fait, il n'y a pas de succès possible. Parce que les sujets dont on parle, les sujets humains sont extrêmement complexes, les sujets entrepreneuriaux sont extrêmement complexes. Et on a absolument besoin d'avoir une diversité de regards et avec un niveau d'excellence sur ces compétences qui est très élevé. Ça, c'est le deuxième sujet. Le troisième écueil, c'est l'idée qu'on investira dans la chose humaine quand on aura levé des fonds et qu'on ne saura pas quoi faire de notre pognon. Ça, c'est une énorme erreur. C'est le premier investissement, ça devrait être celui-ci. Parce qu'en fait, c'est ce qui fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, quand on observe les licornes qui sont en train de devenir des pouliches, en l'occurrence, le bât blesse toujours au même endroit. C'est sur la qualité des hommes et des femmes. La réalité pour laquelle les investisseurs se détournent de ces licornes, c'est qu'elles voient les meilleurs talents partir.
c'est qu'elles voient l'espèce de pyramide qui s'effrite. Et là, elles se disent, OK, il n'y a plus le talent pour porter le projet. Et ça se consolide dès le début. Mmh. On a travaillé pour une entreprise qui n'existe plus, parce que je pense qu'on est intervenu un petit peu tard, qui était magnifique, qui était une compagnie de jet privé. Donc, je ne sais pas si vous imaginez l'audace de l'entrepreneur qui s'est dit, je vais créer une compagnie de jet privé. Et je suis propriétaire de mes avions. Bon, donc le mec extraordinaire. Très concentré sur du coup son projet et la dimension financière et technique du pilotage, voilà, où est-ce que je vais trouver les mecs pour pouvoir faire ça, etc. Il a pris à bras le corps beaucoup trop tard le sujet de comment est-ce que je construis un projet interne qui est fédérateur et qui est décliné dans un modèle de management et un modèle RH qui fait sens pour tout le monde. Il nous a appelés à partir du moment où 3 de ses meilleurs mecs ont posé leur démon en disant, là, je pense que j'ai raté un truc. Est-ce qu'il est encore temps d'essayer de recréer ce lion et ce ciment collectif? On a essayé de le faire, c'était trop tard. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire dès l'origine de l'entreprise et qu'il faut faire évoluer en permanence. Se dire que la vision entrepreneuriale doit servir de socle à la construction d'un projet collectif qui fait sens, qui appartient déjà au premier collaborateur, qui n'appartient déjà plus à l'entrepreneur et qui tous les ans doit être réupdaté pour ne jamais être obsolète. Et qu'on soit 20, 200 ou 2000, ça ne sera pas le même projet d'entreprise, ça ne sera pas le même modèle managérial, le même modèle RH, mais ça doit rester la même colonne vertébrale originelle pour ne pas perdre de vue. Et ce travail en fait, de formalisation, cette espèce d'hygiène autour du projet d'entreprise, on peut considérer que c'est bullshit et que c'est l'histoire de vieilles entreprises qui n'ont rien d'autre à faire. C'est totalement faux, c'est pas du tout bullshit. C'est indispensable pour garder la cohérence de l'interne et de l'externe et garder la cohérence à l'épreuve du temps. Ok, très clair, merci. On arrive à la fin. Est-ce que vous aviez une dernière chose à nous partager, soit sur la thématique, un dernier conseil pour les entrepreneurs qui nous écoutent et sur la thématique ou sur l'entrepreneuriat au global? Ouais, je peux partager les sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui et notamment le mot qui résume un petit peu tous les enjeux sur lesquels on bosse. Je vous disais qu'on avait fait une grande étude à la faveur du confinement, que ce qui manquait le plus aux travailleurs français, c'est l'autre. Et finalement, je pense que dans un monde qui perd carrément la boule, et si j'ai en face de moi des entrepreneurs à impact, je pense qu'ils le savent, qu'ils en sont conscients, et que parfois c'est difficile de se dire que pour de vrai, notre action va avoir de l'impact. Et moi, je ressens beaucoup en cette rentrée le fait que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de militants, beaucoup de gens qui sont très engagés sont en train de se dire franchement à quoi bon. Et bien justement, en fait, donc je raccroche les deux. Je pense qu'un des grands enjeux des prochains mois, ça va être de réussir à assumer le mot fraternité à l'intérieur de nos boîtes et à l'intérieur de nos sociétés. C'est-à-dire que même si on n'est pas sûr d'avoir un impact à la hauteur de ce qu'on avait imaginé, ces épopées entrepreneuriales, elles ont du sens parce que ce sont des lieux où il y a des choses d'une qualité humaine extraordinaire qui est en train de s'opérer. Et ne serait-ce que pour les collectifs qu'on a créés, ne serait-ce que pour les clients qui sont autour de nous, les communautés dans lesquelles on s'inscrit, en fait, on a ce devoir et cette responsabilité d'y croire toujours et d'avancer et d'avoir en ligne de mire cet enjeu de fraternité. C'est sur le fronton de la République française, on en parle assez peu. Moi, je pense que c'est le grand défi managérial des entreprises de demain, en particulier des startups et des entrepreneurs, que de réussir à minima à faire de leurs aventures entrepreneuriales, de leurs équipes, de leurs locaux, des lieux de fraternité pour de vrai. La fraternité, ce n'est pas la solidarité. La fraternité, c'est quand on croit aux mêmes valeurs et qu'on s'engage de la même façon. Donc, en fait, il y a une notion derrière d'action, de mise en mouvement, de recherche d'impact qui fédère. Et la fraternité, ce n'est pas simplement un moyen, c'est aussi une fin en soi. Et moi, je me dis que si dans le monde qui est le nôtre, qui part complètement en sucette, à minima, on arrive à créer des bulles de fraternité, alors on aura fait quelque chose de positif. Ouais, on partage aussi la même chose. Pour finir, est-ce que vous avez peut-être une lecture, un podcast ou une dernière inspiration à nous partager que vous avez lu cet été ou écouté? Ouais, j'ai lu
Alors, c'est un roman, donc il faudra vraiment des trésors d'imagination pour le décliner sur ce que ça veut dire pour les entrepreneurs. Et moi, ça m'a beaucoup inspirée. C'est le dernier Goncourt. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Et en fait, je me demande s'il n'y a pas certains entrepreneurs qui n'habitent pas le monde de la même façon. Et qui n'ont pas finalement ce destin. Euh, et donc, en lisant l'histoire de ce mec qui clairement n'habite pas la planète de la même manière, je me suis dit, ça a rallumé la flamme en moi. Je me suis dit, putain, mais moi, je veux être un entrepreneur qui n'habite pas le monde de la même manière. Donc voilà, je vous invite à lire. Non seulement c'est sublimement écrit, mais quand on est un entrepreneur, ça résonne particulièrement. Super, c'est bien noté. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci encore d'avoir pris le temps ce matin pour Avec ce grand petit temps plaisir. Je suis désolée d'inspiration. pour les petits. C'est pas grave, c'est les joies À la du vie aussi. télétravail, c'est le management à distance, tout ça, tout ça. C'est l'illustration. J'espère que les entrepreneurs qui ont suivi ont pu repartir avec des éléments de réponse. Pour info, donc, on a été enregistré et toute la vidéo sera disponible sur Facebook et sur YouTube et ensuite aussi en podcast sur notre site et les plateformes d'écoute. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et un très bon week-end. Merci encore. Au revoir.